Coralie Delhomme, bonjour. Vous êtes essayiste, journaliste, chroniqueuse pour plusieurs médias. Vous animez le blog politique L'Arène Nue. Vous avez publié en 2014 Europe, les États désunis, mais également plusieurs ouvrages coécrits avec David Kayla, ici présent, dont La fin de l'Union européenne, Le couple franco-allemand n'existe pas, et tout dernièrement 10+1 questions sur l'Union européenne. David Kayla, vous êtes économiste, universitaire, membre du collectif Les économistes atterrés, et vous avez publié l'an passé L'économie du réel, où vous faites le bilan de la déconnexion entre les modèles économiques théoriques et la réalité des problèmes posés par l'économie. Bonjour à vous deux. On va donc commencer par évoquer ensemble une actualité politique, la vente programmée par l'État du groupe Aéroports de Paris. Prévue par la loi Pacte, adoptée en première lecture par l'Assemblée, rejetée par le Sénat, à nouveau à l'étude à l'Assemblée à l'heure où nous tournons cette interview. Tous les deux, vous avez lancé le 24 février dernier une pétition en ligne qui a recueilli 120 000 signatures en 2 semaines pour contester cette privatisation, avec comme argument la préservation des intérêts stratégiques de la France et la question de leurs conséquences économiques. On va donc commencer par le premier aspect. En quoi vendre les aéroports de Paris constitue pour vous un problème majeur pour les intérêts de la France ? Déjà, la loi Pacte prévoit trois ventes, celle des parts de l'État dans Engie, la Française des Jeux et Aéroports de Paris. En fait, les trois posent problème, mais parce que l'État va se priver de ressources, ce sont des entreprises rentables. Mais l'aéroport de Paris, c'est particulier parce qu'il y a un enjeu stratégique énorme en fait. D'abord, de facto, c'est la première frontière du pays. Puisqu'il y a quelque chose comme 100 000 personnes qui transitent par cet aéroport chaque année avec une tendance à la hausse. Voilà. Et pour l'instant, l'État arbitre en fait entre les questions à la fois de sécurité, de contrôle des migrations, etc., et la rentabilité liée aux locaux commerciaux, etc. Donc on peut s'imaginer qu'un concessionnaire privé aura plutôt tendance à privilégier les surfaces commerciales au détriment des infrastructures de contrôle douanier, etc. Et qu'il aura aussi un objectif de rentabilité à court terme, mais qu'il sera peut-être moins branché sur tout ce qui est sécurité, environnement, tout ce qui a trait aux nuisances sonores, l'aménagement du territoire, etc. On va évidemment signer un contrat, mais le problème c'est que dans ce cadre de ce contrat, on va devoir gérer donc les questions sécuritaires, les questions commerciales, et puis on ne sait pas ce qui va se passer en 70 ans. Il peut y avoir, peut-être y avoir des problèmes de transition énergétique, peut-être qu'on va devoir développer davantage l'aéroport, au contraire, changer profondément les choses. Et le problème, c'est qu'on aura ici un lobby privé qui va avoir des intérêts à défendre, et la gestion va être forcément beaucoup plus compliquée. Il y a aussi les précédents qu'on a pu observer. Il y a déjà eu des sessions comme ça de parts d'aéroports, et notamment à Toulouse, où c'est en train de partir complètement en sucette, parce que en fait, la Cour des comptes a sorti un rapport au mois d'octobre 2018 qui est extrêmement critique sur cette privatisation. C'est la vente en gros de la moitié de l'aéroport de Toulouse à un consortium chinois. Et ce consortium chinois a tendance à vider les caisses, en fait, parce qu'il distribue des dividendes énormes, en allant même jusqu'à puiser dans les réserves de l'entreprise. Voilà, donc, et il faut savoir aussi qu'il a acheté le consortium chinois il y a 4 ans et qu'il veut déjà revendre, mais il veut revendre plus cher que ce qu'il a acheté. C'est une bonne opération pour le privé, mais pas du tout pour le public. L'autre problème que vous pointez du doigt, c'est qu'en bradant les aéroports de Paris, l'État va donc se priver d'importantes ressources financières, vous l'avez déjà dit. Pourtant, certains au sein du gouvernement ou de La République En Marche prétendent que cette vente permettra de financer de l'investissement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Alors, c'est exactement l'innovation de rupture qui veut financer par rapport à ça, mais alors il faut voir la manière dont c'est fait, c'est-à-dire que on vend donc ces 3 entreprises, Engie, la Française des Jeux et les aéroports de Paris. Avec ça, on récupère 15 milliards d'euros, c'est ce qui est attendu, dont 8,8 rien que pour ADP, donc plus de la moitié rien que pour ADP. Cet argent, on va en prendre 5 milliards qu'on va utiliser pour se désendetter, donc on va économiser la charge de la dette sur 5 milliards d'euros, mais en fait, il faut bien comprendre que c'est absolument ridicule parce que les taux d'intérêt sont extrêmement faibles aujourd'hui. Et les 10 milliards, on va pas du tout les utiliser pour l'innovation. On va les placer sur les marchés financiers et on va espérer des intérêts de 2,5%, ce qui veut dire déjà qu'on va prendre un peu des risques parce que 2,5% c'est pas le taux d'intérêt sans risque, c'est à 1% aujourd'hui le taux d'intérêt sans risque. Et avec cet argent, on espère pouvoir, on va créer un fonds, une agence mise sous l'autorité du Premier ministre qui
qui va financer des infrastructures innovantes et aider des startups. Voilà. Mais il faut bien comprendre que 250 millions d'euros, c'est ridicule dans le budget de l'État. Et moi, alors là, je comprends pas pourquoi, s'il s'agit de financer l'innovation de rupture, pourquoi pas, à 250 millions, pourquoi pas. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de faire tout ça? Et pourquoi est-ce qu'on ne donne pas 250 millions d'euros à BPI France, qui est la Banque publique d'investissement, qui est déjà là pour financer les entreprises, leur développement et l'innovation, plutôt que de créer une agence supplémentaire qui va être sous l'autorité du Premier ministre? Moi, j'y vois un énorme gadget et surtout une énorme gabegie. Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, a pourtant justifié ça en disant, je cite, « Ce n'est pas le rôle de l'État que de s'occuper des jeux d'argent. » Là, la question, il ne la pose plus en termes de ce qui est bon ou pas pour la France, mais en termes de principe. Les choix politiques menés aujourd'hui, c'est peut-être juste la conséquence d'une forme de fanatisme idéologique, ou bien est-ce que ça, c'est seulement un prétexte et qu'il y a des intérêts derrière, à votre avis? Bon, c'est probablement un peu des deux, c'est de l'idéologie, mais c'est vraiment lié à un retard idéologique de la France, en fait, parce que ce qu'on voit, c'est que les États reviennent partout dans l'économie. Ça se voit aux États-Unis, ça se voit, rien que par exemple, voilà, Air France qui a été, où l'État néerlandais a un peu réinvesti dans Air France pour essayer de prendre le contrôle, en fait, pour essayer de peser sur les choix de l'entreprise au détriment de la France. Et en fait, partout dans le monde, les États se réimpliquent dans l'économie, essayent de reprendre la main dans l'économie. Et nous, on a un gouvernement qui est resté figé dans une sorte d'idéologie des années 90 et qui continue sur ses errements de privatisation, alors qu'en plus, on est l'un des pays où s'il y a bien un endroit au monde où les citoyens sont attachés au rôle de l'État et où ils sont très soucieux du service public. Et c'est ça qui explique que la pétition a pas mal marché, la pétition qu'on a lancée. C'est bien la France. C'est un pays où le centralisme est de tradition, etc. Non, mais il faut aussi rajouter que ces entreprises sont aujourd'hui plutôt bien gérées, qu'elles fonctionnent très bien, la preuve, elles rapportent beaucoup d'argent, plus que si on plaçait sur les marchés financiers, et qu'en plus elles ont toutes une forme de service public. Je veux dire, Engie, Gaz de France, c'est quand même l'énergie, c'est aussi un service public. ADP, c'est bien sûr le transport, mais même la Française des Jeux, derrière la question de la Française des Jeux, il y a aussi la question de la régulation des jeux d'argent, et tout ça ne peut pas être fait au nom du profit maximum. Donc ce que je comprends pas, c'est qu'on a des entreprises qui fonctionnent, qui ont une certaine gouvernance, qui d'ailleurs dans toutes les entreprises dont on parle, il y a déjà du privé dedans, parce qu'il y a des capitaux privés dans ADP, il y a des capitaux privés dans la Française des Jeux, et Engie est déjà en fait privatisé, et donc il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, la gouvernance est déjà efficace, est déjà organisée autour d'un principe marchand. Donc voilà. Donc pourquoi changer, quoi? C'est comme le coût des autoroutes, en fait. On a privatisé les autoroutes et ce dont on se rend compte aujourd'hui, c'est que pour les utilisateurs, ça représente des coûts, des surcoûts en termes de péage qui sont maintenant très chers, et ça fait des rentes de situation pour les concessionnaires privés, notamment Vinci, qui est l'un des candidats à la reprise d'ADP justement, et qui est aussi actionnaire minoritaire. Et là, il y a un truc assez particulier dans cette privatisation, c'est que comme c'est une concession de 70 ans, et que après les infrastructures vont revenir à l'État, le gouvernement a décidé d'indemniser par avance les actionnaires minoritaires dans l'optique où ils perdraient leur propriété dans 70 ans. Alors qu'on ne sait pas ce qu'ils en auraient fait de ces parts dans ADP. Ces actionnaires minoritaires, ils peuvent très bien les vendre d'ici 70 ans. Oui, puis alors en plus, ces actionnaires minoritaires Vinci, mais qui veulent aussi devenir majoritaires, parce qu'ils sont aussi... on considère que c'est sans doute eux qui vont sans doute faire une offre pour ADP. Et puis alors en plus, on va indemniser, parce que c'est ça qui est prévu, normalement dans une concession. Une fois que la concession est terminée, on récupère les actifs, parce qu'après tout, on les a que concédés, on les a pas donnés. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs on nous dit qu'il faut indemniser les actionnaires minoritaires. Sauf que là, ce qui va se passer, c'est même prévu dans la loi, c'est que dans 70 ans, on devra racheter les actifs et indemniser donc alors que c'est les nôtres, indemniser les concessionnaires qui ont investi. Donc au nom de la rentabilité de l'investissement. Mais quand on fait une concession de 70 ans, normalement on a le temps de 3 fois réaliser la rentabilisation de l'investissement qu'on a fait. Donc en fait, ce que veut faire le gouvernement, c'est qu'il veut faire en sorte de vendre ADP le plus cher possible. Et donc pour ça, il se dit, eh bien je vais tout leur donner. Et de toute façon, l'indemnisation dans 70 ans, ça sera pour dans 70 ans. Donc moi, je serai mort,
et j'en aurais plus rien à faire. Et ça, je pense que penser comme ça, déjà avoir cette idée-là de penser, c'est penser extrêmement court terme, et c'est pas digne d'un gouvernement. Le truc, c'est qu'en réalité, ça redeviendra sans doute plus jamais public. Parce que si l'État doit payer pour récupérer son bien, comme on est dans des optiques de restriction budgétaire, voilà, et qu'aujourd'hui on ne pense plus qu'à ça, la dette et le déficit public, le plus probable est que l'État n'aura pas les moyens et que c'est privé de manière définitive maintenant. On ne sait pas ce qui va se passer dans 70 ans, peut-être qu'on sera même plus là, mais ceci dit, c'est une première en fait, d'indemniser les... Oui, c'est inédit en fait, c'est spécifique à cette opération. Il y a un très bon article de Mediapart qui montre toutes les bizarreries. Hein. C'est pas du tout un contrat de concession classique, et c'est ça qui fait d'ailleurs que des gens soupçonnent des malversations ou des renvois d'ascenseurs. Alors, parce qu'il y a un lien avec, je ne sais plus son nom, mais la personne qui a levé les fonds pour la campagne d'Emmanuel Macron. Oui, c'est-à-dire que c'est elle qui est aujourd'hui embauchée par la banque, qui conseille et qui organise cette privatisation. On a aussi un député rapporteur de la loi qui a travaillé pour un groupe québécois qui est aussi en piste pour essayer de récupérer les actifs, la concession. Donc, mais bon, après, il y a peut-être plein de choses qu'on ne sait pas. Là, en ce moment, on a l'affaire Bernard Tapie qui a montré que parfois, on a des petits trucs qui se passent en huis clos. Hein, cette histoire de Bernard Tapie, c'est lorsque on a décidé d'indemniser Bernard Tapie par une procédure judiciaire qui était tout à fait exceptionnelle. Et puis maintenant, on sait que derrière ça, il y avait des intérêts personnels. C'est pas d'aujourd'hui que parfois certaines personnes se servent de l'État pour accomplir des choses personnelles. Dans l'absolu, ce qui compte surtout, c'est les conséquences pour les usagers, c'est les conséquences pour les citoyens. Et ça, de fait, à la lumière du résultat des privatisations qui ont quand même commencé il y a plusieurs décennies, est-ce que vous pensez que ça va être bénéfique pour non, c'est exactement pareil que les autoroutes, c'est-à-dire ce sont des rentes de situation qui sont offertes au détriment de l'intérêt général. Oui, parce qu'on dit parfois le privé doit agir lorsqu'il y a concurrence, mais là, en l'occurrence, il n'y a pas vraiment concurrence. Je veux dire, vous voulez prendre l'avion depuis Paris, c'est 3 aéroports, le Bourget, Roissy et Orly, qui sont tous le même groupe. Hein. Donc vous n'allez pas aller à Londres pour prendre l'avion. Donc là, il y a aussi une vraie question, je veux dire, même d'un point de vue théorique. Normalement, le privé, il est là pour des services marchands en concurrence. Là, c'est pas le cas, quoi. Donc, à moins de penser que l'État est forcément totalement nul pour gérer, mais dans ce cas-là, excusez-moi. Ce qui n'a pas l'air d'être le cas. En tout cas, ça dépend des gouvernements qu'on a, hein, parce que si on part du principe que les gouvernements sont nuls pour gérer, pourquoi est-ce qu'on veut être au gouvernement? Donc non, mais donc c'est pas vrai, parce que concrètement, c'est pas vrai que les services publics sont toujours mal gérés, surtout en France. Voilà, enfin l'idéologie qu'il y a derrière, c'est véritablement c'est en dehors de toute réalité économique. Hein. Avant de passer à l'Europe, je voudrais quand même vous poser une question sur le mouvement d'ampleur qui secoue la France depuis 3 mois, enfin depuis 4 mois maintenant, celui des Gilets jaunes. Est-ce que pour vous, c'est la logique même de ces politiques économiques qui est largement contestée au sein de la population, ce que vous venez de décrire en fait? Oui, il y a de ça en fait. Dans le mouvement des Gilets jaunes, il y a 2 types de revendications qui sont apparues. En fait, c'est des revendications économiques et sociales, la hausse du SMIC, la hausse des retraites, plus de justice fiscale, c'est-à-dire moins taxer les gens et davantage taxer les très grosses entreprises, un redéploiement des services publics, tout ça, le volet économique et social, et puis un volet démocratique qui s'est surtout focalisé sur la question du RIC, et qui laisse entendre que les gens ça vient probablement du fait que les gens ont l'impression que la politique se fait dans leur dos, ou alors qu'elle est impuissante. Un sentiment d'impuissance du politique, notamment par rapport à l'économie, et qui donne l'impression d'une déperdition démocratique, et les gens ont l'impression que le politique ne peut plus rien en fait. Et c'est ce mouvement des Gilets jaunes, c'est beaucoup un désir de retour
de retour du politique en fait. On a beaucoup dit c'est complètement apolitique. C'était à côté des partis politiques, mais c'est un retour, un désir de réappropriation. Mais moi je pense qu'on peut encore aller plus loin. Je pense que derrière le mouvement des Gilets jaunes, il y a la question de la dignité qui est soulevée. C'est-à-dire que ces gens, c'est les oubliés, quoi. Notamment depuis que Macron est élu, c'est-à-dire on s'adresse au cadre supérieur, on s'adresse à la Startup Nation, on invite tous les grands patrons à Versailles. Et finalement, les gens normaux, les mères de famille, les ouvriers, les gens qui sont pas dans la vision macronienne du monde, ils se sentent humiliés. Et moi, je pense que par exemple, si on a eu sur notre pétition, on a eu tous les leaders des Gilets jaunes qui ont appelé à la faire signer. Et ça, et en fait, pourquoi ? Parce qu'ils ont l'impression d'être humiliés, mais ils ont aussi l'impression que la France est humiliée. Parce que la France, c'est eux en fait. Et je pense que cette idée de réappropriation du politique, c'est aussi une idée de se réapproprier soi-même, c'est-à-dire dire nous on existe. Et pour moi c'est ça le mouvement des Gilets jaunes. Il y a un truc très intéressant à remarquer aussi dans ce mouvement des Gilets jaunes, c'est que il a réuni des gens de tous les bords politiques, et des gens qui ont voté Front National, des gens qui ont voté France Insoumise, des abstentionnistes. Et on a l'impression on avait l'impression depuis quelque temps que la société était devenue fragmentée, qu'il y avait des parts de marché, avec ce retour de l'identitaire, etc. Et là, on a l'impression inverse, qu'on assiste à un retour du clivage de classe, en fait. Des gens de tous horizons se sont regroupés dans ce mouvement, et ça correspond au clivage qui a été mis au jour par deux auteurs, Bruno Amable et je sais plus comment s'appelle son co-auteur. Il parle de bloc bourgeois. En fait, là, on a un bloc populaire qui a émergé et qui a cherché à se faire entendre par le bloc bourgeois. Et puis il est majoritaire, ce bloc populaire. C'est ça qui est très important. C'est-à-dire qu'il était divisé et il se réunit. Et je pense que ça va être le grand apport du mouvement des Gilets jaunes. Ouais, les Gilets jaunes, c'est un peu le retour de la lutte des classes, en vérité. En tout cas, il y a une vraie volonté de se retrouver sur du commun plutôt que de s'engueuler sur ce qui divise. Oui, il y a eu assez peu finalement de revendications sur des questions identitaires ou même d'immigration, en fait. En tout cas, sur des sujets marqués idéologiquement, effectivement, il y a peu de revendications. Pas tellement de sujets de sociétaux, même aucun. Il y a eu des revendications au sujet de l'immigration, mais qui étaient plus dans la gestion que dans la position de principe ou idéologique. Et en fait, il y a eu plein de revendications, ça c'est sûr. Mais ce qui est quand même au cœur des Gilets jaunes, c'est la justice, quoi. Enfin, je veux dire, la justice et l'égalité. Et ça, c'est la France. Emmanuel Todd disait qu'il était heureux d'être français depuis le mouvement des Gilets jaunes. Mais moi, je pense qu'effectivement, c'est pour ça que je parlais de dignité tout à l'heure, ils nous rendent... ils nous rendent peuple, quoi. Tous, on a l'impression que ce qu'ils disent, c'est aussi ce que nous on dit, ce que nous on pense depuis très longtemps. Et ils sont en train de casser la gestion, on va dire, gouvernance par les nombres de l'État français. Ils sont en train de dire, faites de la politique, occupez-vous de ce qui importe et pas de la com, quoi. Il y a aussi un aspect patriotique intéressant, c'est-à-dire que dans les manifs, il y a eu énormément de Marseillaises qui ont été chantées. Et ça, c'est important. Enfin, je pense que les gens sont patriotes et qu'ils n'ont pas envie d'en avoir honte. Mais justement, pour parler de patrie, en tout cas d'instance supranationale, on va maintenant parler d'Europe, plus particulièrement de l'Union européenne. Donc c'est le sujet de votre dernier livre, et c'est un sujet qui semble vous tenir beaucoup à cœur, sur lequel vous vous montrez extrêmement critique. Donc est-ce qu'aujourd'hui l'UE pose des problèmes majeurs, que ce soit en termes de démocratie ou d'orientation socio-économique En termes de démocratie, c'est sûr. Et d'ailleurs, on le voit à chaque fois que sont organisés des référendums qui ont un rapport avec la question européenne dans quelques pays que ce soit, ces référendums sont systématiquement annulés en fait. Le référendum français et néerlandais de 2005, le résultat a été retourné par les parlements des deux pays et on nous a fait le traité de Lisbonne qui est le même texte en fait. Et le dernier en date, c'est le référendum grec en juillet 2015 où un vote a été fait et il a été retourné dans la semaine par Alexis Tsipras qui a finalement décidé de céder aux créanciers de la Grèce. Donc à chaque fois qu'il y a un référendum qui est organisé sur cette question, il est systématiquement dévoyé par les dirigeants. C'est parce qu'aussi le principe même de l'Union européenne, le principe même d'avoir des règles supranationales, c'est justement de mettre
comment dire, l'économie ou les grands choix politiques et économiques sur des rails et de plus pouvoir en dévier. Et là, on arrive je pense à cette espèce aussi, on revient sur les gilets jaunes, c'est-à-dire l'idée de se réapproprier de politique, ça part bien du fait que on nous explique toujours que c'est pas possible. Mais c'est pas possible parce que c'est intrinsèquement pas possible. C'est pas possible parce que les règles sont, c'est Jean Juncker qui disait, il n'y a pas de démocratie contre les traités. Et le problème, c'est que si les traités c'était juste quelques grands principes, à la limite ça pourrait aller, je veux dire, c'est bien le principe d'une constitution. Mais là, les traités, c'est des bouquins de 500 pages dans lesquels on a des règles extrêmement précises qui interdisent, qui sont pour le libre-échange, qui sont pour la liberté du mouvement du capital, qui sont pour la concurrence, qui mettent d'ailleurs ces principes-là devant les principes du droit du travail et même de la liberté syndicale. Qui mettent même des objectifs budgétaires précis, qui mettent le nombre de lits d'hôpitaux qu'il faut supprimer. Alors ils disent pas, non, les traités ne disent pas qu'il faut supprimer des lits d'hôpitaux, mais ils imposent un carcan budgétaire extrêmement fort, et donc c'est ça qui concrètement et aussi de mon point de vue, en tout cas de mon point de vue, c'est ça qui va entraîner la révolte et qui pose question. Et si les gens ont l'impression que le gouvernement ne gouverne pas ou font beaucoup de com', c'est aussi parce qu'en fait ils ont de moins en moins de leviers pour gouverner. S'il y a quand même des choses très précises qui sont prescrites par la Commission européenne dans le cadre de ce qu'on appelle le semestre européen. Et le semestre européen, c'est un calendrier, et vous avez un certain nombre de documents qui sont échangés à des dates fixées par la Commission et par les États membres. Et dans un certain nombre de ces documents, alors il y en a c'est des gens qui ne sont pas élus. L'examen annuel de croissance, des lignes directrices pour l'emploi, etc. Il y a des choses très précises qui sont demandées aux États, et les États y répondent. Mais en fait, c'est un peu, certains États, certains gouvernants sont bien contents de se faire prescrire. Il y a une espèce de jeu un peu perverse où des gouvernements néolibéraux sont heureux de pouvoir s'en remettre à des instances non élues, parce qu'ils peuvent mener ces politiques libérales hors de la vue des citoyens. C'est là qu'on voit le poids de l'idéologie. En fait, ils partagent tous la même idéologie. Aujourd'hui, l'européisme et le libéralisme, c'est en fait la même chose. Alors, mais aussi on disait aux gens, écoutez, on va organiser le néolibéralisme, on va tout marchandiser, les gens seraient contre. Mais on leur dit, on va s'unir dans une belle Europe progressiste, alors tout d'un coup les gens sont pour. Mais le problème, c'est que derrière l'Europe, entre guillemets, ce qu'on appelle l'Europe, c'est pas l'Europe. Ce qu'on appelle l'Europe, c'est un ensemble de règles qui sont aujourd'hui, il faut bien comprendre, qui ont une valeur de constitution, parce que concrètement, on ne peut pas faire de loi en France qui soit contraire aux règles européennes. Elle serait immédiatement retoquée, non pas uniquement par la Cour de justice de l'Union européenne, mais par le droit français. Parce que dans notre droit, on a complètement intégré toutes les règles européennes. Et voilà, donc à partir de là, c'est difficile de dire aux gens, écoutez, soyez pas, c'est ce qu'on va dire, on va leur dire, écoutez, arrêtez d'être nationaliste, arrêtez de vous replier sur vous-même, regardez ce grand projet européen, sauf que derrière le grand projet européen, en fait, il y a juste du néolibéralisme. Finalement, à nos dirigeants, ça leur permet de rejeter la responsabilité sur l'Union européenne en disant c'est pas nous, c'est pas de notre faute, c'est l'UE. Donc quelque part, ça les dédouane aussi de leurs responsabilités, dont pourtant beaucoup de gens, et notamment avec le mouvement des Gilets jaunes, disent qu'ils devraient rendre compte à ça. Oui, les traités européens, c'est l'organisation volontaire de l'impuissance politique, en fait. C'est ça. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, ces traités, ils ont une valeur quasi constitutionnelle, parce que la Cour de justice des communautés européennes dans les années 60 a procédé à ce qu'on appelle la constitutionnalisation des traités par deux jurisprudences. La première qui a reconnu l'effet direct du droit communautaire sur les citoyens, et non plus seulement sur les États, donc ça veut dire que c'est plus tout à fait du droit international, c'est autre chose, font passer le droit européen du statut de droit international à celui de droit quasi constitutionnel. Et ça, d'abord c'est très peu connu, ensuite ça a été reconnu par les juridictions françaises, à savoir la Cour de cassation en 1975 et le Conseil d'État en 89. Donc à partir de là, ces juridictions françaises disent on reconnaît qu'on va se référer prioritairement au droit européen et qu'on le fera primer désormais sur le droit national, dans nos jugements. Et puis après, on l'a même mis dans la Constitution. C'est-à-dire qu'on a fait des réformes constitutionnelles après Maastricht pour acter tout ça. Dans la Constitution française. Dans la Constitution française. Il y a des chapitres exprès sur l'Union européenne.
C'est pourtant l'un des principaux arguments qui nous est sorti. Tout ça, ce serait pour notre bien, c'est pour une UE qui garantit la paix. Dans sa tribune sur la renaissance européenne, Macron explique carrément que le Brexit pourrait provoquer une nouvelle guerre entre le Royaume-Uni et l'Irlande. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Union européenne est un rempart contre la guerre, contre le nationalisme, contre le populisme, ou est-ce que c'est plus qu'autre chose une tentative de faire peur parce que les arguments rationnels en faveur de l'Union européenne ne fonctionnent plus? Je pense que poser la question, déjà, c'est un peu y répondre. Bon, d'abord, il n'y a jamais eu de guerre entre le Royaume-Uni et l'Irlande. Macron, il comprend rien. C'est une guerre interne aux Irlandais du Nord. C'était ça dont il s'agissait. Aux Irlandais. Oui, mais aux Irlandais du Nord, c'est essentiellement ça, concrètement. Entre ceux qui veulent se rattacher à la couronne britannique et ceux qui veulent fusionner, on va dire, avec le reste de l'Irlande. Donc déjà, deuxièmement, bien sûr que, ce qu'on constate, c'est tout l'inverse. C'est-à-dire que ce même Emmanuel Macron qui n'arrête pas de nous dire l'Europe c'est la paix, il va se fâcher avec tous les gouvernements d'Europe. Je veux dire, il s'est fâché avec l'Italie, il a traité de lèpre quand même. L'accès au nouveau gouvernement italien. Il s'est fâché avec la Hongrie, la Pologne. Il se fâche avec les Britanniques parce que concrètement, c'est le faucon. Je veux dire, dans la négociation sur le Brexit, c'est quand même Emmanuel Macron qui a été le plus dur et le plus intransigeant. Et là, on se retrouve d'ailleurs avec un Brexit difficile à gérer, aussi parce que des gens comme Emmanuel Macron n'ont pas voulu entendre les arguments britanniques. Donc, si c'est ça, et puis alors ça, rien que ça en 2 ans, quoi. Donc, si c'est ça, faire la paix, c'est-à-dire menacer les plus faibles, raviver des tensions, être entièrement focalisé sur la question, sur ce rapport avec l'Allemagne, en oubliant tout le reste de l'Europe, parce que c'est aussi ça le problème du couple franco-allemand tel qu'il est vu dans la perception française, c'est-à-dire on va essayer de fusionner, se marier avec l'Allemagne, mais autour on n'en a plus rien à faire. Faut voir après que les autres gouvernements, ils ont l'impression d'être un peu exclus. Moi je me souviens encore que la Grèce en 2015, la France, alors qu'il y avait un gouvernement de gauche en France, il y avait Alexis Tsipras qui voulait de fait changer les règles européennes, qui était quand même dans le projet de François Hollande. Donc il avait l'occasion de réaliser enfin le changement en Europe en soutenant la Grèce, et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rangé derrière l'Allemagne. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la lettre qu'a envoyée Macron à tous les citoyens européens pour lancer la campagne des européennes a réussi à irriter l'Allemagne elle-même, qui est pourtant le partenaire privilégié avec qui on veut fusionner, avec qui on veut s'accoupler. L'Allemagne elle-même a fait la réponse, pas par l'intermédiaire de la chancelière, mais par l'intermédiaire de la patronne de la CDU, c'est-à-dire le parti conservateur allemand, qu'elle n'était pas d'accord pour mutualiser les dettes souveraines, qu'elle n'était pas d'accord pour une convergence des modèles de protection sociale, mais qu'en revanche elle voulait bien partager avec la France le siège de membre permanent sécurité de l'ONU. Et elle est la deuxième dirigeante allemande à faire cette proposition. Il y avait le vice-chancelier allemand fin 2018 qui a proposé que la France donc mutualise son siège de membre permanent au Conseil de sécurité de l'ONU au profit non pas de l'Allemagne mais de l'Union européenne. Donc en fait les Allemands sont un peu désormais dans un trip. On veut bien discuter de ce qui est à vous, mais ce qui est à nous, c'est-à-dire la richesse économique, on ne partage pas. Mais quelque part, chaque pays défend ses intérêts. Alors, l'Allemagne défend ses intérêts, mais la France pas. C'est ça qui est inquiétant. La France pas, et on a signé en janvier, la chancelière et Macron ont signé le traité d'Aix-la-Chapelle, un traité bilatéral. Alors pourquoi bilatéral alors qu'il y a 28 membres à l'Union européenne, on ne sait pas, mais un traité bilatéral où il est prévu beaucoup d'avancées dans le domaine de la diplomatie et de la coopération en matière de défense, d'exportation de l'armement, etc. Donc dans tous les domaines où la France a un avantage, il est prévu de converger davantage. En revanche, dans les domaines économiques, l'Allemagne ne concède rien. Mais ce qu'il faut dire aussi sur cette lettre, cette tribune envoyée aux 28 pays d'Emmanuel Macron, c'est qu'en réalité, toutes les propositions qu'il fait, et c'était déjà le cas dans le discours de la Sorbonne, sont totalement irréalistes, ne se feront jamais, n'ont essayé de discuter avec personne et ne seront suivis de rien du tout.
en fait, ce qu'il veut faire, c'est de la communication. Et il utilise la diplomatie, et pour moi, c'est un peu le cas aussi du traité d'Aix-la-Chapelle, il utilise la diplomatie pour faire de la com, et pour faire la campagne des élections européennes. Sauf que le problème, c'est que on dit, oui, il s'adresse aux autres Européens. Mais en réalité, non, il s'adresse aux Français. Il fait croire aux Français qu'il s'adresse aux autres Européens pour se donner une stature. Mais c'est faux, en fait. Concrètement, il n'y a rien derrière. Il a annoncé je ne sais combien de fois, enfin là il a annoncé son SMIC européen, c'est un truc qui ne se fera jamais. Il annonce... SMIC européen adaptable à chaque voilà, pays. C'est ça. Donc, non mais il va pas obliger les pays qui veulent pas, il a aucune possibilité d'obliger les pays qui ne veulent pas à instaurer un SMIC. Il avait annoncé un budget de la zone euro avec un véritable ministre des Finances qui allait permettre de faire de la redistribution des excédents allemands dans toute l'Europe. C'est évidemment que ça ne se fera pas. Il a annoncé, il a eu tout un ensemble d'annonces. Il a même annoncé une taxe sur les transactions financières dans son discours de la Sorbonne qui irait, mais je vous dire qu'il a dit ça, qui irait financer le développement en Afrique. Mais enfin, c'est juste, en fait, tout ça n'a que pour objectif de faire de la communication auprès des Français et de faire croire qu'il fait. Et en fait, il ne fait pas. C'est sa position, j'ai envie de dire, depuis le début de son mandat, où on voit qu'il essaye de se placer comme leader européen, leader mondial, que ça soit sur le climat. Il n'est pas du tout leader. Pour qu'il soit leader, il faudrait que les autres l'acceptent comme leader. Il a quand même, pour l'instant, s'il fait des tas de propositions, il veut créer des tas d'agences, de machins, de trucs, des nouvelles structures européennes qui ne se feront effectivement jamais. Mais s'il propose ça, c'est parce qu'il a échoué déjà. Il a échoué en particulier sur la taxe GAFA. Et là, c'est l'Allemagne qui s'est opposée à la création d'une taxe GAFA européenne parce qu'elle avait peur qu'en retour, les États-Unis taxent les exportations de voitures allemandes. Et il a échoué sur le budget de la zone euro, comme vient de dire David. Il a échoué parce que, pareil, l'Allemagne ne veut pas mutualiser ses excédents économiques. Et donc, si ce budget fédéral de la zone euro n'est pas mis en place, la monnaie fédérale, sans budget fédéral, elle va exploser. Donc il a échoué. Et dans ce cadre-là, on peut penser que l'euro est condamné, en réalité. Justement, si Macron a échoué, il reste a priori des partis d'opposition, que ce soit la France Insoumise, le Rassemblement National, même les Républicains ou Debout la France, qui sont assez critiques en fait, du fonctionnement européen, mais avec l'idée toujours qu'on pourrait changer son fonctionnement de l'intérieur en modifiant les traités. C'est une des questions que vous posez dans votre dernier livre. Est-ce que c'est possible de changer les traités de l'intérieur ou est-ce que c'est une illusion? On ne peut pas faire de l'Union européenne un système démocratique pour de nombreuses raisons. La première raison, c'est que la démocratie nécessite un peuple, c'est-à-dire l'expression d'un collectif de gens qui appartiennent à la même entité et qui se sentent appartenir à la même entité. Pourquoi ça? Parce que lorsqu'on veut organiser un système démocratique, on veut trancher un débat. Quand on tranche un débat, forcément, il y a des majoritaires et des minoritaires. Et en fait, en France, quand on a tranché un débat, les minoritaires disent pas, écoutez, moi, puisque c'est comme ça, je me barre. Pourquoi? Parce qu'ils sont français, avant tout. Or, dans l'espace européen, si on organise un système véritablement démocratique, qui permettrait de trancher véritablement des débats, et non pas juste de suivre des règles, parce que c'est ça aussi que permet l'Union européenne. Comme elle dit tout a été déjà tranché dans ses règles, elle dit il n'y a pas de débat. Donc finalement, il n'y a plus de majoritaire et pas de minoritaire, il y a juste des règles. Si on veut organiser l'Europe d'un point de vue démocratique, alors il y aura des minoritaires. Et les minoritaires, ça sera bien souvent des pays entiers qui seront minoritaires. Parce qu'ils ne sont pas d'accord entre eux, ils n'ont pas forcément les mêmes intérêts. Et quand il y a des pays qui vont se retrouver en minorité, vous croyez qu'ils vont continuer de rester dans l'Union européenne? En réalité, la démocratie de l'Union européenne, c'est l'assurance d'un éclatement de l'Union européenne. Et c'est la raison pour laquelle il n'y aura jamais de démocratisation de l'Union européenne. Parce que c'est antinomique. L'Union européenne a été faite justement pour passer par-dessus les peuples. Et donc, comme il n'y a pas de peuple européen, dans le sens où, comme il n'y a pas des gens qui pensent que être minoritaire, c'est pas grave, parce qu'on est vachement bien européen, eh bien, on va se retrouver avec l'impossibilité d'organiser cette démocratisation. Enfin, ceci dit, il y a quand même des pays qui sont de facto minoritaires, parce que, par exemple, la Grèce, c'est un pays qui s'est fait complètement aplatir, en fait, son économie est ruinée. Voilà, et l'Union européenne, en fait, a fait beaucoup diverger les différents pays, au lieu de les rapprocher. Et il y a tout un système hiérarchique qui s'est mis en place avec l'Allemagne qui est le leader de fait, en raison de son leadership économique qui a été lui-même favorisé par les structures du marché unique et par la monnaie unique, qui est une monnaie qui a été très longtemps gérée à l'allemande en fait. Elle a été conçue sur le modèle du Deutschmark.
Et ce n'est que parce que l'euro a failli exploser que la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne a changé et qu'elle est plus hétérodoxe aujourd'hui. Mais l'Allemagne a été favorisée par les structures mêmes de l'UE. Elle est aujourd'hui le leader de fait, et vous avez tout un tas d'autres pays qui se sont d'abord beaucoup appauvris, et puis qui sont des Européens de seconde zone, les Grecs, mais d'autres pays d'Europe du Sud également. Mais ça se fait pas par l'intermédiaire d'un choix démocratique. Voilà, c'est pas explicite. C'est pas explicite. Et je pense que c'est ça la vraie différence. C'est-à-dire que bien sûr qu'il y a des d'abord on a une Union européenne qui est structurellement divergente, c'est-à-dire qui fait diverger les pays, qui enrichit les riches et appauvrit les pauvres. Mais on va dire aux pays pauvres qui sont appauvris, c'est de votre faute. Parce que tout le monde a les mêmes règles. Et c'est là la perversion du système géré par la reine. C'est un, les débats sont jamais tranchés, et deux, c'est toujours de la faute de ceux qui n'ont pas réussi parce que les autres obéissent aux mêmes règles. Mais ce qu'on oublie de dire, c'est que les mêmes règles appliquées à des pays qui sont profondément différents, qui n'ont pas la même histoire, qui n'ont pas la même géographie, qui n'ont pas la même économie, eh bien, c'est un système injuste. Vous voyez, moi je vous dis, vous avez tous les mêmes règles, hein, c'est-à-dire, c'est le principe du marché et de la concurrence libre et non faussée. Voilà, battez-vous, sauf qu'il y a des grands et il y a des petits, quoi. Et les petits ils perdent à la fin, on leur dit c'est de votre faute, fallait vous battre mieux. Et ça c'est pas explicite, mais en réalité c'est exactement ce qui se passe. On peut retourner la phrase de Jean-Claude Juncker, donc il n'y a pas de démocratie possible dans le cadre des traités européens. Non, mais ça a été fait pour ça, en fait. Ça a été fait pour constitutionnaliser toute la politique économique et pour qu'il ne puisse pas y avoir d'alternance dans le domaine économique. Et c'est la raison pour laquelle, depuis le milieu des années 80, la politique économique va toujours dans le même sens. Et c'est l'une des raisons des Gilets jaunes, par exemple. Ils désirent une alternance. Et Macron sait que ces politiques ne sont pas désirées par le peuple, en fait, que le peuple a envie d'une alternance. Et il met en scène, du coup, la peur, en fait, et la peur notamment autour de l'Europe. Et lorsqu'on regarde le clip de la campagne européenne La République en marche, mais c'est grotesque. Financé avec nos impôts. C'est fait pour terrifier les gens et pour leur expliquer que en gros, si jamais ils votent mal aux élections européennes, il y aura des Orban partout, quoi. Et il n'y a plus, comme la politique conduite n'est pas celle souhaitée par le peuple, il n'y a plus que la peur du populiste qui fonctionne. Là où ça marche pas, c'est que Orban il est réélu et que les dirigeants français sont pas réélus. Mmh. Donc il y a aussi un véritable danger, et je pense que lui aussi il a peur, parce que concrètement, aujourd'hui dans la situation actuelle, c'est les populistes qui sont en train de gagner en Europe. Et donc ça veut dire qu'à terme, l'Union européenne ne pourra pas fonctionner. Parce que ce qui est le moteur du populisme, en fait, cette espèce d'Union européenne dysfonctionnelle, et une fois qu'ils arrivent au pouvoir, on voit quand même qu'ils posent problème au fonctionnement de l'Union européenne. Je veux dire, on a eu des réformes de la justice en Pologne, des réformes constitutionnelles en Hongrie, qui en fait prennent le contre-pied de l'ordre juridique européen, c'est-à-dire font en sorte de retrouver une marge d'autonomie dans le cadre européen, sans vraiment quitter l'Union européenne. Et ça c'est un vrai danger. Je veux dire que si les pays commencent à plus respecter les règles, il n'y a plus de règles, et donc il n'y a plus d'Union européenne, puisque finalement l'Union européenne, ce n'est qu'un ensemble de règles. Et en même temps, en mettant ça en scène, est-ce qu'ils n'alimentent pas complètement le populisme, enfin ce qu'ils appellent le populisme, puisque ça prend quand même des formes assez différentes. Ça prend surtout, j'ai l'impression, la forme de gouvernements qui finalement défendent les intérêts de leur pays avant de défendre les intérêts d'une pseudo-UE de la paix. Macron aime bien jouer cette opposition parce qu'il pense qu'en France, voilà, le populisme c'est Marine Le Pen et que Marine Le Pen ne sera jamais élue. Et pour le coup, il n'a pas complètement tort. Je veux dire, on n'a pas d'offre alternative pour l'instant en France, et en faisant en sorte d'éclater, en choisissant lui-même ses opposants les plus extrêmes, eh ben, il empêche une forme de rassemblement. C'est d'ailleurs ce qu'on disait sur les Gilets jaunes, ils arrivent à se rassembler, mais le problème c'est que le débouché politique au sens institutionnel, bah, lui, il n'apparaît pas. Oui. Il y a un truc un peu bizarre, parce que tout à l'heure vous parliez des partis politiques qui critiquent l'Union européenne mais qui vont pas au bout de leur raisonnement. Je pense qu'il y a quelque chose, il y a un truc un peu bizarre, c'est les partis de droite, ils s'adressent aussi à des gens qui ont de l'épargne ou à des gens un peu âgés, etc., et qui sont très attachés à l'euro, parce que les gens les plus attachés à l'euro, ce sont les gens qui ont de l'épargne. Mais pour les partis de gauche, c'est un peu différent, et je pense qu'il y a beaucoup de gens à gauche qui se fourvoient
sur l'Union européenne parce que ils y voient la réalisation d'un projet internationaliste en fait. Mais c'est pas du tout de l'internationalisme en fait, c'est du néolibéralisme à l'échelle continentale. Et je pense qu'il y a un truc sur lequel il faut vraiment insister, c'est que l'Union européenne, c'est une façon d'organiser le continent, mais ça n'est pas l'Europe. L'Europe, c'est un ensemble de pays qui existait avant et qui survivra à l'éclatement de ce truc. Et à gauche, ça relève vraiment d'un internationalisme mal compris que de défendre cette chose qui n'est finalement qu'un marché, et en plus de ça, un marché complètement dérégulé. Parce qu'on nous met en avant Erasmus, on nous met en avant des gadgets comme ça. Les journées du patrimoine. Voilà, ou européenne, où on dit que l'Union européenne finance des associations caritatives, ce qui est vrai. Mais le problème, c'est que c'est pas ça le cœur de l'Union européenne. Je veux dire, on pourrait d'ailleurs financer très bien des associations caritatives autrement. On pourrait d'ailleurs continuer d'avoir Erasmus ou l'Agence spatiale européenne sans forcément avoir l'Union européenne. Il y a des programmes d'échange avec les pays extra-européens. Exactement. Donc, je veux dire, l'idée de rapprocher les peuples, c'est pas du tout là-dessus qu'elle est fondée l'Union européenne. Mais pour certaines personnes, c'est ça qu'il y a derrière. Et parce que justement, on confond Europe et Union européenne. En tout cas, ça se fait pas à marche forcée. On va poser la question franchement, on va mettre les pieds dans le plat. La sortie de l'UE, donc on sait que c'est une possibilité offerte par le traité de fonctionnement de l'Union européenne via le fameux article 50. C'est celle que les Britanniques mettent en place sont censés mettre en place depuis 2 ans. Mais alors que c'est supposé être imminent, on voit bien que le Brexit patine, ils ont du mal à s'en sortir. Il faut dire que cette sortie est censée être négociée. Or, est-ce que l'intérêt de l'Union européenne, à ce stade, ce n'est pas de faire en sorte que tout se passe le plus mal possible pour les Britanniques, de manière à montrer l'apocalypse qui s'abat, les pluies de sauterelles et que sais-je, sur ceux qui veulent en sortir, afin de faire un exemple. Est-ce que dans ces conditions, envisager une sortie négociée, sans aucun rapport de force, bénéfique à tous grâce à la magie du droit, est-ce que c'est pas au final plutôt naïf ? Moi, je ne crois pas du tout à la sortie possible par l'usage de l'article 50 du traité pour la France. Qui d'abord est le pays qui a le plus de responsabilités dans la création de l'Union telle qu'elle est, parce que l'acte unique qui a complètement dérégulé le marché commun, c'est Jacques Delors, l'euro, c'est Mitterrand, donc c'est le pays qui a été à la manœuvre pour ces 2 grands choix qui sont 2 grands choix majeurs, qui ont considérablement renforcé l'Allemagne, mais ce sont quand même des choix français. Et je pense vraiment que si la France sortait demain de l'Union européenne, il n'y aurait plus d'Union européenne. C'est fini. À partir du moment où on sort, il n'y a plus d'Union européenne. Donc il n'y a plus rien de quoi sortir, quoi. Dire on va activer l'article 50 et on va sortir et tous les autres vont rester, mais on va quand même rester bons amis, ça ne fonctionne pas pour un pays comme la France, d'autant plus que la France a l'euro. L'euro, il faut bien comprendre le problème que ça pose. Alors, d'abord, l'euro, ça pose un problème à l'économie française. Enfin, je veux dire, faut le dire, l'euro est surévalué par rapport à ce dont on a besoin, mais surtout, c'est pire que ça. C'est-à-dire que l'euro impose une même politique monétaire, une circulation tout à fait fluide des capitaux d'un pays à l'autre, et ça permet donc toutes ces stratégies de dumping fiscal, ça permet à l'Allemagne d'attirer le capital et l'épargne qui aurait pu être investie en France. Elle va en Allemagne parce que c'est là que le taux de profit des entreprises industrielles est le plus élevé, et ça crée, c'est vraiment un mécanisme, l'euro, conjugué encore plus au marché unique, c'est-à-dire au principe de libre circulation de tout, de marchandises, de capitaux et de concurrence libre non faussée. C'est vraiment un système qui va renforcer les pays du cœur, et notamment l'Allemagne. Alors le problème, c'est que cet euro, c'est aussi un système qui empêche, toute sortie, on va dire, paisible de la France de l'Union européenne, parce que le jour où la France décide de sortir de l'Union européenne, évidemment, il y a la fuite des capitaux. C'est-à-dire concrètement, dans un système où les capitaux sont libres, les gens vont dire moi je vais partir, mettre toute mon épargne ailleurs, et donc on se retrouve avec une énorme crise de financement. L'État peut plus se financer sur les marchés extérieurs. Et donc, qu'est-ce qu'on est obligé de faire ? La première chose qu'on est obligé de faire, on est obligé de rétablir le contrôle des capitaux. Mais dès qu'on fait ça, ça crée des problèmes dans les systèmes de paiement, et ça désorganise profondément tout le fonctionnement du marché unique et tout le fonctionnement de l'Union européenne. Donc, ça pose aussi évidemment d'énormes préjudices à nos partenaires commerciaux. Donc, vous voyez, le jour où le président de la France dit « j'active l'article 50 », ça détruit l'Union européenne. Il suffit de le dire pour que tout part en vrille.
Et donc voilà, donc c'est pour ça que, en fait, la question au fond ne peut pas être une question juridique. C'est une question profondément politique. Et le coût est quand même élevé, parce que on va pas sortir comme ça facilement d'un système complètement intégré. Donc ça veut dire aussi une forte adhésion de la part de la population. Ça veut dire qu'il faut vraiment avoir un véritable projet et pas sortir de l'Union européenne en disant tiens, ça va être sympa et puis on va tous se retrouver et puis on oublie que la phase de transition, c'est-à-dire c'est ce qui se passe avec les Britanniques, ça va être très très compliqué. À titre personnel, mais c'est vraiment un avis personnel et je ne milite pas pour un parti. Mais je pense que politiquement le truc le plus malin qui a été inventé, c'est l'affaire du plan A, plan B de la France insoumise en fait. L'idée de dire on va d'abord négocier, parce que dire on sort comme ça, je veux dire, la France peut pas dire on sort comme ça, à mon sens. Hein. Il y a beaucoup de débats sur la tactique à adopter, donc c'est juste un avis personnel. Je pense que effectivement dire on négocie, en gros on va voir les Allemands et on leur dit bah maintenant il faut que ce soit géré différemment, c'est-à-dire on n'applique plus la règle des 3%, l'endettement on laisse filer, vous allez mettre de l'argent sur la table pour créer un budget de la zone euro, etc. Et à partir du moment où ils disent non, effectivement, là il y a dès lors qu'on a fait la démonstration que c'est pas réformable en fait, parce que le budget de la zone euro il n'existera pas. Donc dès lors qu'on aura fait la démonstration que c'est pas réformable, la légitimité existe pour pouvoir opérer une sortie. Oui, sauf que dans le plan A, plan B de la France insoumise, justement, ils vont pas jusqu'au bout en disant le plan B c'est on sort si la négociation n'a pas réussi. Elle ne réussira pas. Non, mais bien sûr qu'elle ne réussira pas, mais dans le plan B, c'est oui, mais sinon on renégocie les traités ou on sort des traités. Il s'agit pas de dire qu'on est pour la France insoumise, évidemment pas. Ce qu'on disait simplement, c'est c'était juste, j'ai du mal à visualiser c'est quoi le plan B. Parce que l'idée de la France insoumise était volontairement floue pour que tout le monde puisse y mettre tout ce qu'il voulait. Donc nous, on y met ce qu'on veut et on y met une stratégie. Non, mais on y met une stratégie claire de créer un rapport de force. Parce que comme le disait Coralie, la légitimité ne peut pas venir comme ça d'en haut. C'est-à-dire que même avec un vote, mettons à 52 ou 55% d'un président qui voudrait quitter l'Union européenne, le coût, il faut pas négliger le coût que ça va être de quitter l'Union européenne, de quitter l'euro. Je veux dire, ça c'est des foutaises de dire il n'y aura pas de coût. Et si vous voulez tenir le rythme, eh bien, il faut une véritable légitimité. Et la légitimité, elle peut venir que, regardez, on a essayé. Et avec, il faut avoir aussi une idée claire de ce qu'on veut faire, je veux dire, par rapport à nos partenaires européens. Regardez le Brexit. C'est-à-dire, le Brexit, pendant 2 ans, ils ont discuté en interne au Royaume-Uni que de la manière de sortir. Et ils savent toujours pas trancher comment ils vont sortir. Et en fait, c'est un piège. Je veux dire, au lieu de réfléchir sur leur projet qu'ils pourraient faire une fois qu'ils seraient quittés l'Union européenne et de fonder leur Brexit et leur accord par rapport à ce projet, c'était un peu ce qu'elle avait voulu faire, Theresa May au début. Elle avait le projet de la Global Britain, s'ouvrir sur le monde. Et il y avait du sens derrière ça. Le problème, c'est que tout ça a disparu parce qu'elle est rentrée dans un processus extrêmement complexe de négociation avec des partenaires, de négociation en interne avec les Tories, avec les travaillistes, etc. Et au final, eh bien, on sait toujours pas où on en est. Et elle a perdu quasiment toute sa légitimité politique. Donc, il faut pas penser que quelque chose, il faut pas penser juste au but, il faut aussi penser aux moyens et comment on y arrive. C'est aussi une des choses sur lesquelles je pense qu'il faut maintenant qu'on insiste. Quand on veut être eurocritique, il faut pas juste qu'on soit eurocritique comme ça dans le vide, il faut aussi qu'on pose la question du processus. Sachant qu'il faut aussi savoir pourquoi on sort, si jamais on sort, ou pourquoi, parce que, à mon sens, la question n'est pas tellement celle de la sortie, mais celle de la disparition de l'Union européenne. Bien sûr. Pour pouvoir aller vers une Europe intergouvernementale qui soit respectueuse des souverainetés nationales. Et il faut savoir aussi pourquoi on sort, c'est-à-dire pour faire quoi après, parce que la souveraineté, c'est le moyen, c'est la modalité qu'utilisent les peuples pour s'autodéterminer. Il faut savoir ensuite ce qu'on en fait. Et à mon sens, le but, c'est d'aller vers plus de justice sociale. Oui, c'était la dernière question, parce que justement on parlait de sortie de l'UE, de l'euro, mais c'est pas une question de principe pour vous, c'est un moyen plutôt de mener, en tout cas de trouver le moyen de mener une politique qui soit meilleure, qui soit plus juste, notamment socialement, qui soit plus respectueuse de la démocratie et de la souveraineté des citoyens français. Donc du coup,
faudrait faire quoi? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'Union européenne en tant que telle nous pose problème pour mener des politiques. Ce qu'on a essayé d'expliquer, c'est qu'elle pose problème pour la démocratie, c'est-à-dire pour discuter ensemble de ce qu'on veut faire comme politique, et ensuite pour mettre en œuvre des politiques qui ne soient pas des politiques uniquement tournées vers le marché et le marchand. Et donc, à partir du moment où on dit, on veut transformer en profondeur, supprimer l'Union européenne, sortir de ce carcan de règles, il faut aussi qu'on sache pourquoi faire. Et clairement, l'objectif, pour nous, c'est de dire, il faut retrouver les outils de la souveraineté, c'est-à-dire faire en sorte que c'est bien la population qui décide du projet qu'elle veut. Et moi, je rajouterais, il faut faire en sorte que, au lieu d'avoir un système dans lequel la société est mise au service du marché, il faut faire en sorte que le marché soit mis enfin au service de la société. C'est-à-dire le marché en lui-même, c'est un instrument. Il n'aurait jamais dû être autre chose qu'un instrument, qui peut être parfois efficace, bon, mais qui peut être parfois inefficace même. On voit bien que le marché unique est inefficace du point de vue français. Il est très efficace du point de vue allemand, mais totalement inefficace du point de vue français. Donc il faut retrouver des marges de manœuvre. Et ces marges de manœuvre, elles supposent non pas de s'isoler totalement et de se couper du reste du monde, mais d'organiser véritablement la régulation économique avec les autres pays. Et cette régulation, c'est ça qui manque. C'est-à-dire concrètement aujourd'hui, on a une régulation par le marché, dans le cadre de la mondialisation, et dans le cadre de l'Union européenne, qui n'est rien d'autre qu'une forme de petite mondialisation encore plus poussée, parce qu'il y a encore c'est encore plus fluide, que la véritable mondialisation. Et donc c'est reprendre la main, et se donner les moyens de reprendre la main. Ce sera le mot de la fin. Merci Coralie Delhomme, merci David Kayla d'être venu.